L'art déco rayonne dans notre région. Cet art d'après-guerre s'est implanté dans de nombreuses communes, des fresques ornementales et des bâtiments atypiques comme ici à Bruay-la-Bussière où la piscine Roger Salengro existe depuis 1936. C'est un véritable bijou qu'on va découvrir aujourd'hui. Et je retrouve Cindy Lejeune, vous êtes guide conférencière pour l'Office de tourisme de Bréthune-Bruay. Bonjour. Bonjour. On est tout en haut de cette magnifique piscine ici à Bruay-la-Bussière. Il y a quand même un surnom, ça s'appelle le paquebot. Pourquoi? C'est l'allure de cette piscine qui lui donne ce surnom? Oui, c'est son architecture puisque l'architecte a voulu lui donner cette allure de paquebot et on fait référence aussi au style architectural, l'art déco paquebot, l'époque où on s'inspire des transatlantiques, on s'inspire en fait du vocabulaire maritime pour imaginer les éléments d'architecture. Parce qu'on voit notamment des petits hublots par-ci par-là qui donnent rappel et aussi une sorte de tour qui peut rappeler les grandes tours qu'on peut trouver sur les paquebots, c'est ça? Voilà, on retrouve les cheminées, la cheminée du bateau, les hublots, le motif de vague, l'aspect maritime est vraiment très présent ici sur la piscine. Vous avez parlé de l'architecte qui s'appelle Paul Hanotz. Elle a été inaugurée en 1936, cette piscine. C'est un Bruaisien de naissance. Il a aussi fait pas mal de bâtiments pour la ville. Quel était l'intérêt de la création de cette piscine ici à ciel ouvert? Donc elle entre dans un projet beaucoup plus large du stade parquet de la piscine. C'est un projet qui est amorcé par la ville de Bruay, par Henri Cadot, qui veut apporter du loisir à ses mineurs et à leurs familles, permettre de passer du temps dans un espace où on respire un air assaini, apprendre à nager aussi, puisqu'on n'est pas réellement sur une piscine, mais plutôt une école de natation à C'est l'origine. d'ailleurs marqué à l'entrée de Voilà. la piscine. Sur le portail d'entrée, ce n'est pas inscrit piscine mais école de natation. On apporte du loisir, autre chose, pour passer du temps, tout simplement. Quels éléments composent cette piscine? On est d'ailleurs dans un décorum assez formidable avec beaucoup d'arbres. On ne se croirait pas du tout en ville, en tout cas à proximité d'une agglomération. C'est vraiment formidable. Quels sont justement ces éléments qui composent cette piscine, au-delà de ce magnifique bassin? Donc on a le bassin, mais on a également un stade et un parc. Donc on a vraiment 3 entités dédiées à la pratique du sport et à la pratique des loisirs qui prennent de plus en plus d'ampleur à la période de l'entre-deux-guerres aussi. Vous avez parlé des loisirs des mineurs, c'est-à-dire que les mineurs venaient ici. Je crois que certains passent alterner certaines fonctions entre mineurs et même des activités ici au sein de la piscine, c'est ça? Oui, on a des témoignages où le papa était mineur hors saison et en pleine saison, il était maître nageur ici à la piscine. Elle a été créée donc en 1936, inaugurée en 1936 en tout cas. Comment elle a évolué dans le temps? Est-ce qu'elle a été notamment touchée lors de la Seconde Guerre? Est-ce qu'il y a des rénovations importantes aussi pour la préserver, cette piscine? Alors, par chance, elle n'a pas été touchée par la Deuxième Guerre mondiale. Elle va traverser les époques. Forcément, c'est une piscine d'extérieur, donc elle a besoin d'un entretien constant. Donc il y a un gros travail qui est mené par les équipes avant l'ouverture en saison. En 2009-2010, gros projet de rénovation urbaine, on va lui redonner les teintes d'origine. Donc que ce soit pour la piscine ou le stade parc, on reprend le travail originel de Paul Hanotz et on vient redonner l'aspect d'époque à tout le projet. Alors évidemment, on voit de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut y aller. Bon, il ne fait pas très beau aujourd'hui, Cindy, je ne vous propose pas d'aller se baigner évidemment. On va se rapprocher de l'eau parce que c'est une piscine encore en activité, on va en parler tout de suite. C'est Cindy, il faut imaginer qu'on est sorti prêt à aller se baigner. Ces fameuses cabines, c'est aussi le charme de cette piscine ici. Elles ont été conservées telles quelles depuis l'origine, c'est ça? Oui, on conserve toutes ces cabines qui renforcent encore une fois cet attrait un peu maritime pour la structure. Et on a conservé aussi la manière d'ouvrir en fait ces cabines. On n'a pas de bracelet, c'est le maître nageur qui vient ouvrir aux nageurs à la fin de chaque session. C'est-à-dire qu'on vient et on demande au maître nageur, on connaît notre numéro de cabine et on choisit la cabine et à la fin de la session de nage, on vient demander l'ouverture de sa cabine. On se rapproche des bassins d'ici un petit peu en hauteur. J'en vois 3 particuliers. Il y en a un grand, mais ils sont divisés en 3 parties, c'est ça? C'est ça, on a un grand bassin de 25 mètres sur 33 qui est divisé en 2. Donc d'un côté plutôt bassin famille et de l'autre le bassin sportif
où on vient alterner les longueurs et on peut aussi profiter du plongeoir. Et on a aussi une petite pataugeoire pour les enfants. Et petite anecdote, ça s'était passé comment le 1er août 1936 sur la première journée de cette piscine à ciel ouvert? Alors, niveau inauguration, très bien, mais niveau météo, un petit peu plus compliqué, beaucoup de pluie pour le 1er août. Il y avait quand même eu pas mal de nageurs. Oui, Des alors démonstrations on a eu des démonstrations de plongeon le 1er août 1936. Alors Cindy, je vous propose qu'on va continuer à avancer et on va aller se rapprocher de ce fameux bassin. Ça y est, on peut se baigner. La saison est ouverte pour cette piscine ici à Bruay. Oui, on peut enfin se baigner depuis ce samedi 9 mai. Elle a à nouveau ouvert au public. Donc les premiers nageurs ont pu profiter de l'eau chaude ici, de la piscine. Et la particularité, c'est que c'est la dernière piscine de France Art déco à ciel ouvert, être encore ouverte et baignable. C'est surtout ça l'intérêt de cette piscine. Voilà, depuis 1936, elle a gardé sa vocation de piscine. On vient toujours s'y baigner chaque année. Et une inscription aussi en 1997 parmi les monuments historiques, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que ça lui a apporté à cette piscine dans son activité? On vient la protéger tout simplement, on protège le bâti, ça évite de le dénaturer tout simplement. Alors là, on est évidemment au bord de ce bassin, on va pas se baigner, il fait pas très chaud aujourd'hui pour aller se baigner évidemment. Combien de personnes peuvent venir ici à la baignade au maximum? Il y a une capacité maximale, j'imagine? Oui, au maximum c'est 700 personnes. Et surtout des gens du coin, de la ville, de la commune, des alentours, du bassin minier qui viennent, où ça attire, on arrive à attirer au-delà jusqu'à la région parisienne, sur la côte d'Opale, même les Lillois qui peuvent venir ici. On est essentiellement sur un public local et c'est vrai que nous, pendant nos visites guidées dans le cadre du Printemps de l'Art déco, on va aller chercher plus loin, donc sur la côte, la région parisienne, la région lilloise, puisqu'on est vraiment sur un équipement atypique et ça attire tout simplement le public. Alors justement, vous avez parlé du Printemps de l'Art déco, c'est le sujet de ce long format pour les Au Nord c'est Trésor. L'Art déco, il y a vraiment ce côté magnifique de cette piscine, c'est ça qui la fait, qui la rend superbe et qui attire le public. Elle est toujours en permanence brillante cette piscine. Oui, elle est très demandée. C'est vrai que nous, dans le cadre des visites guidées qu'on propose, c'est le monument attendu que les gens attendent tout simplement. Et elle attire par son architecture, par tout ce qui permet de découvrir à la fois un patrimoine dans le cadre d'une baignade. C'est vraiment une découverte atypique. Parce qu'on sait que dans l'Art déco, dans la région, il y a évidemment celle de Roubaix qui aujourd'hui n'est plus baignable. Il y a aussi cette particularité de se dire on peut toujours elle a conservé son activité depuis 90 ans. Ouais. Alors d'abord d'école de natation, mais aujourd'hui de vraies piscines. C'est ça, elle a vraiment cette chance d'avoir pu traverser les époques et de conserver ce pourquoi elle a été imaginée et construite à l'époque. C'est un vrai bijou de l'Art déco de la région, c'est le bijou. C'est notre pépite sur le territoire. Merci beaucoup Cindy pour cette découverte de cette piscine. Donc vous pouvez venir la découvrir, ça se passe quand les visites? Alors les dimanches à 11h. Et pour la baignade? Là, on a tout un programme, tout un emploi du temps d'ouverture qui est mis à disposition des usagers. À retrouver évidemment sur, j'imagine, le site de la communauté d'agglomération, piscine qui appartient à la communauté d'agglomération. Voilà, pour cette piscine de Bruay, le Printemps de l'Art déco est en cours justement et on va continuer de l'aborder. On se retrouve en plateau avec Emmanuel Calafian. On verra si on va vous rejoindre, Alexis et Théo, donc dans cette piscine de Bruay-la-Bussière. Donc merci beaucoup pour la découverte, en tout cas, ça c'est très clair. Jusqu'au 31 mai, c'est donc la 8e édition du Printemps de l'Art déco dans notre région. 2 mois complets pour découvrir ou redécouvrir donc ces pépites d'art architectural, de cet art si particulier. Et cette année, il y a donc 21 partenaires. Bonjour, Romain Roguet. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Office de tourisme métropolitain. Quand je parle de 21 partenaires, c'est uniquement 21 villes ou c'est plus large? C'est un petit peu plus large, c'est 21 villes et offices de tourisme, puisque l'art déco, ça attire beaucoup de touristes. Oui, ça attire beaucoup de touristes. Alors, comment vous allez faire cette année? Parce que l'année dernière, donc on a dit 8e édition, mais l'année dernière, pour 2025, c'était le centenaire de l'art déco. Comment est-ce qu'on se renouvelle après une année un peu fastueuse, on va dire? Eh ben, on présente de nouveaux lieux. C'est aussi l'avantage d'avoir un office de tourisme désormais métropolitain depuis un an, puisqu'on va présenter d'autres lieux qu'on n'avait pas pu présenter précédemment, par exemple à Comines, ou alors l'église Sainte-Thérèse de Waterloo.
Donc ça veut dire que les villes s'intègrent au fur et à mesure, elles font appel à vous, elles candidatent? Elles candidatent et puis c'est nous qui les choisissons aussi. Ça va être notre expertise de territoire. Hein. Ça nous permet aussi de présenter des lieux auxquels on ne pense pas forcément et puis des manières de découvrir auxquelles on ne pense pas forcément non plus. Alors l'art déco, pour essayer un peu de le définir, on dit souvent que c'est l'art de la Première Guerre mondiale. C'est un art un peu méconnu. C'est-à-dire pourquoi l'art d'après Première Guerre mondiale? Alors, c'est un art qui apparaît effectivement après la Première Guerre mondiale. C'est un art de la reconstruction. D'accord. Puisque notre territoire a été beaucoup marqué par les démolitions, les destructions. Armentières a été détruite à 75% par exemple. Et il s'agissait de reconstruire. Et lorsque se pose la question, on se dit, est-ce qu'on fait comme avant? Ou est-ce qu'on prend cet art jeune qui utilise du béton, de la brique, des matériaux qui sont faciles à trouver sur notre territoire? Donc un art nouveau qu'on qualifie aussi un petit peu d'art déco, l'art des années folles, c'est ça? Puisque c'est la période des années 20. Ce qui explique pourquoi, avant d'entrer dans le vif du sujet, si on regarde un peu le programme et qu'on va sur le site, il y a notamment des moments de bal années folles avec du Charleston. Ça, c'est une spécificité de ce printemps de l'art déco? Oui, parce que l'art déco, c'est découvrir du patrimoine, de l'architecture, mais aussi du patrimoine vivant. Des bals, des ateliers. Il y a un atelier broderie, par exemple. Il y a eu un brunch qui a eu lieu. Donc, il s'agit de se plonger dans cette ambiance des années folles. Ça veut dire qu'on peut assister, par exemple, à cette ambiance des années folles. On n'est pas obligé d'être habillé et costumé, mais en face, on aura des personnes qui vont faire revivre ça jusque dans les costumes. C'est exactement ça. Bon, le mieux, c'est quand même d'y participer en costume. C'est clair. Alors, le printemps de l'art déco démarre toujours avec la ville de Saint-Quentin qui démarre cette célébration. Pourquoi est-ce que c'est Saint-Quentin qui ouvre le bal? Parce que c'est Saint-Quentin qui organise ce printemps sur l'ensemble de la région. Donc c'est normal qu'on commence par eux. Vous avez des petites propositions à nous faire justement sur ce printemps de l'art déco? Là, on arrive au mois de mai, il reste encore un bon mois. Vous avez sélectionné des petites choses? Oui, alors, s'il y a des lieux à visiter, moi j'aime beaucoup l'église Saint-Thérèse de Waterloo pour ses céramiques et puis son immense portail bleu. C'est vraiment surprenant. Et puis il y a d'autres manières aussi de visiter justement le printemps de l'art déco. On a des trajets en tram. C'est manière. Oui, ça permet de découvrir les belles maisons le long du tracé du tram. On a encore trois destinations. Et puis en bus, les 3 et 31 mai, par exemple, on part de Tourcoing et on va soit à Marcq et ensuite à Comines, terminé par la belle église Saint-Chrysole dans son style néo-byzantin. Ça aussi, c'est à voir. Ou pourquoi pas aller voir l'église Sainte-Thérèse avec l'autre trajet du 31 mai. Voilà, donc des possibilités. Et des possibilités aussi qui s'ouvrent à l'international, parce qu'il y a un lien donc avec le Banane Festival de Bruxelles. Pourquoi est-ce que le printemps de l'art déco s'associe avec le Banane Festival? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt de nos amis belges et notamment bruxellois. On les voit de plus en plus venir au printemps de l'art déco et voir cet art qu'ils affectionnent particulièrement. Ça veut donc dire qu'à Bruxelles, qui est réputé aussi pour l'art nouveau, on mélange ces deux arts pour encore plus enchanter les touristes qui vont venir? Exactement. Art nouveau, début XXe siècle, art déco, juste après-guerre, c'est deux faces d'une même pièce en un sens. D'accord, donc les deux faces d'une même forme d'art en fait, tout simplement. Mais nous, l'art nouveau, on en a un peu moins dans notre région. Oui, on en a beaucoup moins puisque c'est vraiment lié à la reconstruction. Alors je l'avais dit, vous êtes directeur donc, de l'Office de tourisme métropolitain. Est-ce qu'on peut dire que ce printemps de l'art déco, c'est aussi un levier d'attractivité pour faire venir les touristes dans notre région? Et d'ailleurs, quel type de touristes viennent? Il n'y a que des locaux ou il y a aussi des touristes étrangers? On parlait de la Belgique, mais il y en a peut-être d'autres. Non, clairement, c'est un vrai levier. On a 1500 personnes, 1500 visiteurs qui étaient venus l'an dernier. Il y en a 10 000 sur l'ensemble de la région. Et certes, des Bruxellois, des métropolitains, mais aussi beaucoup de Parisiens qui sont intéressés. D'accord, par notre art déco. Donc, levier d'attractivité dans ce tourisme qu'on appelle un tourisme patrimonial, en fait. C'est ça. Et pourquoi on lui donne ce nom de tourisme patrimonial? Parce que ça peut faire peur aux gens quand on parle de patrimoine. On pense vieille pierre, par exemple. Là, je vous taquine, j'en profite. Pas du tout. Non. Alors, il y a des vieilles pierres, mais il y a aussi beaucoup de modernité dans ce que l'on peut voir. Il y a aussi beaucoup de modernité dans la manière de les présenter. Je pense que juste après, on va voir le vidéo mapping qui a eu lieu sur la façade de la piscine. Exactement, un beau lieu aussi art déco. Et vous parliez des bals, des brunchs. Non, il y a plein de manières de faire vivre l'art déco. Et donc, vous, à l'Office
l'Office de tourisme métropolitain, comment est-ce que vous coordonnez toutes les actions? Il y a bien entendu le site internet Printemps de l'Art Déco, mais comment vous gérez tout ça entre toutes les villes, donc sur quasiment toute la région des Hauts-de-France? Alors nous, avec les 21 partenaires, on coordonne l'ensemble des visites sur la métropole. Donc on se charge des réservations aussi. Et le mieux, c'est quand même de venir nous voir dans l'un de nos 5 accueils touristiques. Comme ça, nos conseillers pourront vous donner des conseils. Et puis, c'est aussi l'occasion de prolonger son séjour. Et donc affiner un peu plus peut-être en fonction de ce qu'on aime au niveau de l'art justement. Exactement. Soit d'affiner sur ce qu'on aime vraiment ou de dire, vous aimez ça, je vais vous faire découvrir ça, ça va être différent. C'est un peu ça aussi. Donner l'envie d'être curieux. Exactement, ça c'est notre manière de faire l'Office de tourisme métropolitain, le petit pas de côté, ce que vous aimez, mais ce que vous ne savez pas encore que vous allez aimer. Alors, puisqu'on parle de curiosité et que je ne sais pas encore ce que je vais aimer, vous, est-ce que vous avez le droit de me dire quel est votre lieu ou, allez, 2 ou 3 lieux art déco que vous préférez? Je sais que là, du coup, vous sortez un peu de votre rôle et de votre casquette, vous êtes libre de répondre ce que vous voulez. Allez-y. Alors, l'un des plus connus, c'est effectivement le musée de la piscine à Roubaix, qui est magnifique. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien l'église Sainte-Chrysole à Comines, avec un style qui est très différent, néo-byzantin. On n'a pas l'habitude de voir ça, et ça vaut vraiment le coup d'y aller. Bon, on note tout ça, comme ça donnera envie aux personnes d'aller fréquenter ces lieux, d'aller les découvrir, bien entendu. Puis la piscine de Roubaix, en plus, a une très belle exposition autour de la Redoute en ce moment, donc autant en profiter, un autre patrimoine de notre région. Et puisque l'on parle de piscine, vous m'avez tendu la perche pour nager, peut-être pas dans cette piscine-là à Roubaix en tout cas, mais on va retrouver de nouveau Théo et Alexis qui justement sont présents pour découvrir ce fameux parcours des arts lumineux préparé par la ville de Roubaix et qui va donc enchanter différemment la façade de la piscine de Roubaix. Oui, Emmanuel, vous connaissez très bien cette piscine de Roubaix et aujourd'hui, on ne va pas vous la présenter, vous la connaissez beaucoup trop bien pour nous. On va voir comment elle se sublime, notamment grâce au vidéomapping et comment l'art déco se renouvelle. Bonjour Frédéric Lignol. Bonjour. Vous êtes directeur de l'événementiel ici à la ville de Roubaix. C'est un des premiers lieux qui est éclairé lors de ces nuits des arts lumineux ici à Roubaix. Pourquoi le choix de la façade du musée de la piscine? C'est une évidence. Évidemment, je vais tenter de dire, c'est le lieu emblématique de la ville de Roubaix. Il n'était pas question de le laisser sans un mapping. L'art déco, justement, c'est le thème de notre long format. Comment est-ce qu'on réinvente l'art déco à travers un vidéomapping sur le musée, la façade du musée de la piscine? L'idée, c'était vraiment de faire découvrir ce qui se passe à l'intérieur du musée. Et donc forcément, ce musée est dédié à l'art nouveau et à l'art déco. Donc on s'est directement inspiré des collections pour créer ce mapping. Qui a créé ce mapping? Alors, ce sont 2 artistes qui s'appellent Camille Gross et Olivier Magermans, qui sont basés à Madrid, qu'on connaît bien parce qu'on les a rencontrés dans une autre vie, on va dire. Et donc, il nous paraissait naturel de les contacter parce qu'ils étaient, leur style correspondait exactement à ce qu'on voulait en fait. Ça veut dire que ce que l'on va voir ce soir dans le vidéomapping, c'est vraiment inspiré de tout ce qu'il y a à l'intérieur et de cette base art déco de cette piscine de Roubaix. Alors nous, notre façon de travailler, c'est évidemment de s'inspirer de ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments sur lesquels on projette. Donc avant de créer ce mapping, on a permis aux artistes de rencontrer le conservateur de l'époque, qui s'appelait Bruno Godichon, et aussi de visiter le musée, d'accéder aux archives. Enfin, vraiment, ils se sont nourris de tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. On va pas tout révéler, évidemment, sur le contenu de ce vidéomapping, mais il y a quand même un endroit et un objet, on va dire, assez symbolique de cette piscine, c'est le vitrail qui a été travaillé aussi pour intégrer ce vidéomapping. Oui, en effet. C'est-à-dire que c'est, pour ceux qui connaissent pas, on va rien dire, mais c'est l'effet waouh du musée, en fait. Donc, il fallait qu'on fasse une sorte de bande-annonce. Pour moi, il y a deux choses qui sont indispensables. C'est les autocollants qu'on voit sur la façade, sur lesquels on va donner un petit coup d'œil, un clin d'œil, pardon. Et la verrière, oui. Et le titre de ce mapping aussi, c'est une évidence, vous pouvez nous le rappeler? Oui, alors évidemment ça se passe à la piscine, donc c'est aux sources de l'art déco.
C'est le tout symbolique évidemment d'avoir Oui. ce vidéomapping l'art déco. C'est une façon avec ces nuits des arts lumineux, donc on le répète, ça se déroule de décembre à avril pour cette saison. C'est un vidéomapping pérenne, de redécouvrir la ville différemment, parce que c'est pas le seul lieu, mais en tout cas cette piscine de la découvrir différemment. Oui, on a un certain nombre de lieux qu'on voit toute la journée, sur lesquels on se retourne, et puis à la nuit tombée, on ne les voit plus. Notre mission, c'est effectivement de les mettre en valeur à un autre moment de la journée, le moment où on fait plus attention, on va dire, à l'architecture. Et cette architecture, elle est très importante à Roubaix. Donc voilà, notre mission est là. Quelle est la force de cette piscine, musée de la piscine ici à Roubaix pour le tourisme et cet art déco avec ce symbole de l'art déco évidemment mondial, parce que c'est quand même un lieu qui a une renommée mondiale dans l'art déco? La piscine, c'est, on va dire, en termes de musée, c'est la locomotive et de Roubaix et même, on va dire, de l'agglo. Donc forcément, dans la mesure où cet endroit a la capacité de drainer du public, il était évident que ce soit une sorte de point de départ à la découverte du parcours Lumière. On arrive à la fin de ces parcours Lumière justement, donc il y a eu énormément de projections sur cette façade du musée de la piscine. Les gens qui viennent le voir sont surtout des gens de la région, des Roubaisiens, ou vous arrivez à attirer des gens qui vont un peu plus loin, qui viennent de Lille, qui viennent vraiment de la métropole européenne? Non, en ce qui concerne le musée de la piscine, l'avantage que nous avons, c'est que c'est un musée qui draine un public et national et international. Donc, dans la mesure où on projette en hiver, quand ils sortent du musée, ils tombent sur cette projection et forcément, ça leur donne envie ensuite d'aller découvrir le reste du parcours. Et justement, le reste du parcours, plusieurs lieux ont été illuminés. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les citer? Oui, bien sûr. Comment ils ont été illuminés et mis en avant? L'idée de notre parcours, c'est quelque chose qu'on peut faire à pied et donc il fallait que ce soit à proximité. Donc on a évidemment l'Ancêtre juste en face. On a la mairie, l'hôtel de ville qui est aussi sublime, l'église qui est juste en face, l'église Saint-Martin. On a la salle Ouattremé, qui a un portail assez magnifique. On a travaillé avec un artiste, Monsieur Chat, qui nous a fait une énorme fresque sur laquelle on projette, et je pense qu'on est quasiment les seuls à le faire. Et puis les archives du monde du travail, sur lesquelles on a fait un très beau travail qui rend hommage au passé industriel de la ville de Roubaix. Et ceux qui ont envie de voir ce vidéomapping, il reviendra peut-être dans un an, on espère, à la fin il reviendra dans un an, évidemment. En tout cas, on pourra le voir évidemment dans quelques instants. On va vous montrer ce vidéomapping place au spectacle. Oh, tout à fait. Merci à vous. Merci. La piscine, c'est une vitrine pour Roubaix, c'est une vitrine culturelle, et donc le fait de l'habiller le soir, ça fait partie des petits habillages effectivement qui donnent un peu d'attrait encore plus à ce beau musée qui n'a pas besoin de ça pour exister, hein, mais c'est un plus. C'est vrai que c'est une déco qui est quand même sympa à regarder pour les habitants, pour les gens qui passent, surtout que l'investissement a été réalisé, donc en fait les coûts de fonctionnement aujourd'hui ils sont assez faibles. Et ça permet évidemment de projeter plein de choses. Vous n'êtes pas sans savoir que par exemple j'ai parlé de la question de projeter le drapeau palestinien sur l'hôtel de ville. Donc en fait c'est un mapping qui peut aussi être utilisé à des fins politiques, à des fins artistiques, les deux en même temps. Donc pour une ville c'est un bon outil.
magnifique. Moi, c'est pas la première fois que je viens le voir. Je viens le voir tous les ans. Celui-là, je l'avais déjà vu en décembre. Et c'est toujours aussi magnifique. Et puis cette façon d'épouser vraiment l'architecture de cette façade, tout ce qui fait penser à ce qu'on trouve dans le musée, non, c'est tout à fait magnifique. Oui, oui. Il y a tous ces bâtiments qui représentent notre histoire et ça fait toujours un petit passement au cœur de voir des bâtiments comme ça qui vivent encore bien. Surtout la piscine, là, ce musée transformé, c'est fantastique. Une excellente mise en valeur justement d'un patrimoine roubaisien hyper important qui est quand même maintenant bien connu. Au moins dans la France entière, j'espère. De reprendre des éléments quand il y a des statues, par exemple, qui sont au bord du bassin, etc. Les personnages importants de Roubaix qu'on a vu juste à la fin, là, c'est une vraie mise en valeur, vraiment.